Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le PS est mort et personne ne veut même porter son corbillard. Entre petites phrases, affaires et rivalités mesquines, la droite n'imprime plus grand-chose. La gauche, aujourd'hui, ne sait plus à qui elle parle. Et Anne Hidalgo qui fait moins que Jean Lassalle, avec 1,7%. Un échec qui va peser lourd, très lourd, dans l'histoire du PS. Je sais combien vous êtes déçus ce soir. 4,79% des Français ont voté pour Valérie Pécresse. Quasiment 10 millions d'électeurs de moins que Nicolas Sarkozy en 2007. Il semble que LR soit en mort cérébrale aujourd'hui. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Déjà affaibli en 2017, le parti LR, endetté, doit trouver les moyens de survivre à la défaite de 2022. Et le PS et LR peuvent-ils renaître de leur cendre? Question que l'on vous pose aujourd'hui alors que les deux partis historiques de la Ve République s'apprêtent tous deux à vivre des échéances internes agitées. Et Félix Mathieu, du côté des LR, la course à la présidence du parti est d'ores et déjà conflictuelle. Oui, avec une candidate Virginie Calmel qui jette l'éponge en dénonçant une tartufferie. Dans un premier temps cet été, l'ex numéro 2 du parti n'avait pas pu se présenter car selon la haute autorité des LR, elle n'était pas à jour de cotisation. Finalement, la justice a invalidé cette décision interne du parti. Les cotisations étaient bien à prendre en compte par date anniversaire pour le renouvellement et non par année civile. Virginie Calmel a donc obtenu en justice le droit de se présenter à la présidence d'LR, sauf que le parti a refusé de repousser le scrutin pour lui laisser le temps de rattraper le temps perdu, de faire campagne comme elle le réclamait. Scrutin donc fixé à début décembre. Commentaire de Virginie Calmel chez nos confrères de France Info. Vous savez, c'est un peu comme si on était dans une course automobile et puis qu'on vous dit tiens, la course a débuté, les concurrents ont déjà fait 10 tours, mais ça y est, toi tu as le droit de prendre ta petite voiture et d'essayer de les rattraper. Donc en fait le péché originel, c'est cette invalidation à tort par la haute autorité. Par ailleurs, j'ai constaté beaucoup d'irrégularités. Je vais pas commencer à me transformer en procédurière et à faire des procès tous les 4 matins. L'ancienne proche d'Alain Juppé qui dans le JDD parle aussi de manœuvres politiciennes pour l'empêcher de se présenter. Ma candidature était un grain de sable dans les rouages d'un scénario qui se voulait bien huilé, estime Virginie Calmel. Scénario censé, selon elle, propulser Éric Ciotti à la tête du parti, puis Laurent Wauquiez à la prochaine élection présidentielle. Et côté PS, les différents camps se mettent en ordre de bataille en vue du prochain congrès. Oui, même si on n'en connaît pas encore la date, en tout cas une question centrale s'annonce déjà, pour ou contre la NUPS, pour ou contre finalement la ligne d'Olivier Faure. Du côté de ceux qui critiquent l'actuel premier secrétaire et son accord avec la France Insoumise, il y a ces 150 cadres socialistes qui viennent de signer une tribune, là aussi dans le JDD, des proches de la présidente d'Occitanie, Carole Delga, ou encore des proches de l'ex-candidate à la présidentielle et maire de Paris, Anne Hidalgo. Selon eux, il faut repartir à l'offensive pour déplacer le centre de gravité de la gauche vers une ligne, je cite, crédible, pro-européenne, laïque et universaliste. Sous-entendu, arrêter de se ranger derrière la France Insoumise. Merci beaucoup. Merci Félix Mathieu. Et notre invité Benjamin Morel est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence droit public Paris 2 et docteur sciences politiques ENS Paris-Saclay. Peut-être un petit tour de table avec vous déjà, Philippe Bilger, justement sur ces deux partis. Est-ce qu'ils peuvent D'abord, je ne suis pas un spécialiste du Parti socialiste, Cécile, vous l'aurez remarqué. Absolument. Mais je conteste le terme malgré la pertinence habituelle des questions de Sud Radio. Je ne vois pas que les Républicains soient en cendres. Ils n'ont pas besoin de renaître. Ils ont perdu des forces, mais ils ne sont pas du tout en cendres. Et j'espère qu'en décembre, ils auront un président digne de ce nom. Deuxième élément, Virginie Calmel, c'est un épiphénomène. Elle a une autorité qui a fait n'importe quoi et qui... Elle pouvait, après avoir obtenu justice, dire « D'accord, j'ai du retard, mais j'accepte de discuter avec Annie Genevard, qui est une personne de bonne foi, et c'est dommage qu'elle disparaisse après avoir gagné. » Et puis, au Parti Socialiste, c'est une troisième voie au sein du Parti Socialiste, pas à l'extérieur. Le gras. Sur Virginie Calmel, on va aller très vite. En réalité, elle est arrivée dans le milieu politique après avoir été chez Endemol. Elle est arrivée grâce à Alain Juppé, donc vraiment très tardivement. Les trois plus proches d'Alain Juppé, c'était Édouard Philippe, Virginie Calmel et aussi Aurore Berger d'ailleurs. Oui, Deux sont passés chez Macron. Elle a fait un passage furtif à LR. Donc il n'y a pas de sujet de fond par rapport à Virginie Calmel. Elle peut pas, ou elle se présente, c'est pas un sujet de fond. C'est-à-dire que l'avenir de la droite ne dépend pas de la candidature ou pas de Madame Calmel. Sur le fond, moi je vais prendre un peu une position inverse des auditeurs. Pour une fois, je crois que oui, il y a une possibilité de résurrection
résurrection, de remontée mécanique et de la droite classique et du Parti socialiste pour une raison simple. Monsieur Macron avait fait exploser le système en 2017 en disant ce vieux parti sclérosé, etc. Il a raté. Puisqu'il est aujourd'hui, tout le monde a compris que tout ça, c'était une belle posture pour gagner les élections et qu'il n'a rien changé au système. Donc aujourd'hui, il y a un avenir pour la droite et pour la gauche traditionnelle à deux conditions. Un, qu'ils sachent où ils habitent, c'est-à-dire grosso modo que la droite redevienne une droite gaulienne, gaulliste d'inspiration sociale, libérale comme elle a toujours été. Le Parti socialiste qui revienne aux fondamentaux, qui est la défense des travailleurs, du peuple, dans un combat frontal avec les capitalistes. À partir de là, il y a une place, sauf que deuxième point et dernier point, entre-temps, la nature ayant horreur du vide, le RN est arrivé, Reconquête est arrivé et LFI est arrivé. Et donc l'espace aujourd'hui est en partie occupé. Donc il faut qu'il soit bon pour pouvoir remonter. Nicolas Corato. Je ne suis pas un spécialiste du Parti des Républicains, je laisse ça à Philippe. Mais tout de même, je pense qu'on ne peut pas comparer. Les deux partis ne sont pas dans des situations de même nature. Pour le Parti socialiste, je dirais que les arbitrages politiques, pas tous, mais une grande partie ont été faits avec l'alliance avec la NUPES. Le Parti socialiste a réglé sa question, notamment vis-à-vis du libéralisme. C'est devenu un parti antilibéral qui s'assume, qui fait une alliance avec la gauche radicale, qui a donc géré le problématique de ces alliances à sa gauche, ce que n'a absolument pas fait le Parti des Républicains, à sa droite. Donc le Parti socialiste, il est dans une dynamique qu'on peut critiquer, sur laquelle on peut débattre pendant des heures, mais il est dans une dynamique de reconquête où il a choisi son périmètre et ses alliés. Les Républicains n'ont ni fait leur aggiornamento politique, ni réglé la problématique des alliances, qu'elles soient à droite ou à leur gauche. Au milieu de tout ça, il reste la troisième voie, mais malheureusement pour les 150 signataires du JDD, la troisième voie, elle a un nom, ça s'appelle Emmanuel Macron et ça s'appelle Renaissance. En tout cas, vous avez compris que cette question était volontairement un peu provoque. On va prendre notre invité pour lui dire bonjour. Bonjour Benjamin Morel. Benjamin Morel. En deux mots, puisqu'on va partir en pub et vous aurez un peu plus le temps juste après la pub. État des lieux des trois avis. En réalité, on a deux partis qui sont ce qu'on appelle en sciences politiques des partis attrape-tout, c'est-à-dire qui avaient pour but de capitaliser sur un vote utile avec un argument majeur, je suis la droite, je suis la gauche. Ça marche quand vous faites 20%, quand vous faites 10%, quand vous faites 5%, ça ne peut plus fonctionner. Donc l'avenir de ces partis est par définition fondamentalement obéré, sauf si demain ils reconquièrent un espace politique, ce qui, et je conclurai là-dessus avant la pub, ne dépend plus en réalité vraiment d'eux. Ça dépend de la chute aujourd'hui de ceux qui ont pris la place. Ça a été dit, d'un côté le RN, de l'autre la France insoumise, et au milieu, eh bien, le bloc macronien. Le meilleur teasing de la Terre. Merci beaucoup, Benjamin Morel. On reste avec vous dans un instant. Vous restez avec nous, vous revenez dans un instant avec nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Avec nous, Philippe Bilger, avec Luc Gras, avec aussi Nicolas Corato et vos appels 0826 300 300. Bien entendu, vous avez le droit au débat. L'antenne vous est ouverte, vous le savez. Notre invité, Benjamin Morel, maître de conférence droit public Paris 2 et docteur sciences politiques ENS Paris-Saclay. On revient justement sur cette question. Le PS et LR peuvent-ils renaître de leur cendre? Pour l'instant, vous dites non, c'est à 91%. C'est quand même une large majorité. Vous avez entendu ce que disait Luc Gras, Benjamin Morel. Il a dit qu'il faudrait que le PS sache où il habite et les Républicains aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, ce qui a tué le PS, est-ce que c'est pas d'avoir abandonné le social pour le sociétal et LR la nation pour l'Europe? En grande partie, ou en tout cas, il faut voir que LR est une fusion entre deux grands courants de la droite qui, sur ces sujets, par exemple, comme notamment l'Europe, n'étaient pas fondamentalement d'accord à l'origine. Mais idem d'ailleurs pour le Parti socialiste, vous avez plusieurs tendances, parce qu'en réalité, c'est la logique d'un parti attrape-tout. Un parti attrape-tout doit conjuguer plusieurs tendances à dessein d'obtenir une majorité électorale. Et pour ça, eh bien, disposer d'un logiciel très très flou qui permet de ne fâcher personne tout en déclenchant un effet de vote utile. Aujourd'hui, le vrai problème de ces partis, c'est que ce sont d'abord et avant tout des partis d'élus. Et en étant un parti d'élus, lorsque vous êtes un parti qui plus est implanté dans les collectivités
territoriale, avec des élections où seulement 20 à 30% des électeurs votent, eh bien, vous êtes forcément un parti centriste. Parce que si vous voulez conserver la mairie, la présidence de région, eh bien, il faut arriver à capter l'électorat qui vote aux élections intermédiaires. Cet électorat, c'est pour être simple, l'électorat centriste, l'électorat âgé, l'électorat CSP+. Donc la logique partisane vous conduit à trianguler au centre. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes sur les valeurs des Français, vous avez un électorat qui, au contraire, est très polarisé. Prenez une enquête IFOP en mai 2021 pour l'Humanité. Sur les sujets économiques, l'ensemble des Français est extrêmement polarisé. Taxation des dividendes, interdiction des licenciements, vous obtenez du 70%. Sur les sujets régaliens, on a également une France très polarisée, mais à ce moment-là, plus à droite, sur les sujets migratoires, etc. Or, quand vous avez des partis qui ont la nécessité d'être centristes pour entretenir leur fief et en même temps qui voient leur électorat se radicaliser, eh bien, vous avez des partis qui, fondamentalement, eh bien, deviennent des partis fondamentalement fragiles. L'opposition Delga-Faure, aujourd'hui, c'est pas une opposition idéologique, c'est une opposition tactique. D'un côté, Carole Delga est la porte-parole aujourd'hui des grands élus du PS, et de l'autre côté, Olivier Faure est sur une logique qui est une logique plus nationale, qui vise dans le but de gagner des élections nationales à polariser plus le discours, avec épuiser un électorat qui appelle l'union de la gauche, à tort ou à raison. Aujourd'hui, dans les enquêtes depuis législatives, c'est quelque chose d'assez structurant dans cette partie de l'électorat. Philippe Bilger. Pour les Républicains, pour le reste, Nicolas a dit des choses pertinentes avec lesquelles je suis majoritairement d'accord. Mais les Républicains, me semble-t-il, ont encore un avenir. Et évidemment, ce qui va se dérouler en décembre va, je l'espère, donner une présidence à des êtres ou à un être, une personnalité qui comprend à la fois qu'il faut tout changer, mais qu'encore une fois, les Républicains ne sont pas morts, ou alors ce serait un mort de très bonne santé, puisque ça fait des années qu'on l'annonce défaillant. Mais il y a deux choses. Au fond, ils ont un espace. D'abord parce que Emmanuel Macron, contrairement à ce que les Républicains n'ont cessé de croire, n'est pas exclusivement de droite, que dans certains domaines qui m'importent, il est plutôt de gauche. Et deuxième élément, comme l'a dit Luc tout à l'heure, on espérait en 2017, en tout cas moi qui étais naïf, qu'il introduirait une nouvelle pratique présidentielle. Et on a vu que ça n'est pas le cas. Donc là, il y a au moins deux axes que les Républicains pourraient s'approprier. Luc Gras, mais des idées sans patron, est-ce que c'est possible finalement? Parce que c'est ça aussi le problème. Il faut les deux, il faut des idées, il faut un patron. Je voudrais revenir sur ce que disait Benjamin, le catch-all party, c'est-à-dire le parti attrape-tout, cher à Jean Charlot. C'est vrai qu'en 2002, l'idée a été de rassembler l'UDF et le RPR pour faire un seul parti pour gagner les élections, essentiellement pour gagner les élections. Ça a été le début de la fin. Parce que comme dit Benjamin très justement, à partir de là, on a moins d'idées, on a plus l'incarnation dans une personne, en l'occurrence Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, idée, homme, il faut les deux. C'est-à-dire qu'en 2002, on a tué les idées pour faire un grand catch-all party, et ensuite on avait des personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de leaders. Et donc, la seule solution pour répondre à la question que vous avez posée aux auditeurs, pour que ça renaisse de leurs cendres, que ce soit le PS d'ailleurs, ou la droite traditionnelle, c'est justement de travailler le fond. Autrement dit, il faut, après la grande parenthèse Macron, dont je ne crois pas qu'il y aura quelque chose après, il faudra repolitiser le débat, il faudra qu'il y ait une vraie gauche sociale, comme le disait bien Philippe, et une droite qui soit une droite inspiré des valeurs gaulliennes. J'ai un joli message qui nous dit non, ils ne peuvent pas renaître de leur cendre. Vous connaissez beaucoup de divorcés qui se remettent avec leur ex. Voilà. Oui, ça existe. Et ça fait des de très très jolis couples. De très jolis couples. Ça fait très beaux enfants. Moi, je remarque quand même, je suis très heureux d'entendre, y compris votre invité au téléphone, finalement nous reparler du clivage gauche-droite, parce que j'avais cru comprendre que ce clivage était passé de mode. Je comprends qu'il revient, y compris effectivement dans les études d'opinion de manière très très forte. Et deuxièmement, le parti attrape tout aujourd'hui, il a un nom. Il s'appelle Renaissance. Et le sujet
de la permanence de ce clivage gauche-droite, et c'est pour ça que je crois en l'avenir de ces deux grands partis, c'est que le jour où ce parti attrape tout, qui ne tient que par la figure de son fondateur, de son père fondateur, finalement sera orphelin. C'est une question qu'il faudra se poser d'ailleurs, peut-il l'être un jour, à l'âge qu'a son père fondateur. Eh bien à ce moment-là, on verra effectivement revenir peut-être vers ces familles politiques traditionnelles, vers ce clivage politique gauche-droite traditionnel, une grande partie de ces élus, parce que le parti Renaissance c'est un parti attrape-tout et aussi un grand parti d'élus qui est en train de se constituer. Luc Gracourt et Benjamin Morel. Très court. En démocratie, il y a une nécessité d'alternance. C'est absolument essentiel. Et l'opposition droite-gauche permettait cette alternance. Est-ce que, Benjamin Morel, est-ce qu'à un moment donné, il faut assumer des sujets? Parce qu'on a l'impression que certains sujets sont pris avec des pincettes. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? Sur la sécurité, par exemple, où on sent que les LR, ils se disent si on va trop loin, on est un peu stigmatisé. Les PS, si on va un peu trop loin, on est du côté de la gauche un peu plus radicale. Est-ce qu'il faut aller rechercher ces périmètres? Oui, il faut aller chercher ces périmètres. En réalité, il faut aller chercher aujourd'hui l'électorat où il est. Tout à l'heure, je citais les enquêtes sur la sécurité d'un côté et sur l'économie de l'autre. Il faut voir qu'aujourd'hui, ce qui fait la force du Rassemblement national, c'est d'arriver à avoir une offre politique qui est une offre politique qui triangule sur ces deux aspects. Et si le RN arrive à trianguler sur ces deux aspects, c'est parce que fondamentalement, les autres partis ont été trop ambigus sur ces sujets-là, où on donnait le sentiment d'être impuissant. Donc là, en effet, il y a la nécessité de capter cet électorat en captant des sujets politiques. Après, je suis d'accord et pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, notamment sur le retour du clivage gauche-droite. C'est vrai, mais ça demeure minoritaire. Aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes, vous avez beaucoup de gens qui continuent à ne pas se dire, par exemple, quand vous interrogez les Français sur « êtes-vous proche d'un parti politique » dans les enquêtes, il y en a 30 à 40% qui ne répondent pas. Il faut bien le voir, ça. On a un électorat qui est très volatile et qui, aujourd'hui, est un électorat très désaffilié politiquement et qui peut se retrouver dans la gauche, qui peut se retrouver dans la droite, pour qui la question de l'identité politique gauche-droite n'a pas fondamentalement d'importance. Il est sensible à deux choses. C'est d'un côté le charisme d'un individu, d'où aujourd'hui la capacité de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron à capter des espaces politiques. C'est également lié à ça. Et il est sensible à des thématiques. Or, le problème, évidemment, aujourd'hui, pour LR et pour le PS, c'est un problème qui est à la fois un problème d'incarnation et c'est un problème justement d'existence sur un logiciel politique qui ne tient que sur une partie assez limitée d'électorat. Ce qui a été dit tout à l'heure est très vrai. Que devient demain l'espace politique macronien? Que devient cet espace de synthèse réalisé par Emmanuel Macron? Si Emmanuel Macron disparaît, le plus probable à ce stade-là, c'est qu'une partie de cet électorat reviennent au bercail. Mais si vous regardez, par exemple, lors des dernières présidentielles, les taux de porosité dans le vote. Entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, il y avait à peu près un taux de porosité de 40%. C'est-à-dire que 40% des électeurs hésitaient entre les deux pour les électeurs de Valérie Pécresse. L'électeur de centre droit aujourd'hui peut voter assez facilement pour Emmanuel Macron. En revanche, il aura toutes les peines du monde à voter pour Éric Zemmour ou pour Marine Le Pen. L'électeur de Marine Le Pen, lui, ne se sent que assez peu à droite, fondamentalement. Il serait plus à même de se réfugier dans l'abstention, voire dans un vote Mélenchon. Donc on voit que tout aujourd'hui n'est pas aussi simple et qu'en fait on a une décomposition, on est encore à un stade de décomposition de la vie politique et que la recomposition n'a pas encore eu lieu. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été avec nous, c'était hyper intéressant encore une fois. Il est très bien. Oui, très bien, on valide. Vous savez quoi, on vous reprendra la semaine prochaine. Avec plaisir. Restez avec nous dans quelques instants, la suite des VV, c'est jusqu'à 20h, vous le savez, avec nos éditorialistes du jour et le mot du jour. Juste après la pub, Philippe. Fuite. Fuite. Eh ben voilà. Mais je ne prendrai pas la fuite. Restez avec nous quand même. Écoutez, ça va être sympa. À tout de suite.